Assemblée nationale, les députés, après avoir rejeté une motion contre la discussion, ont attaqué le débat sur la réforme de la protection sociale. Il s'agit de rendre la sécurité sociale uniforme pour tous. Concertation. Le président de la République s'entretient avec le président du patronat. Le Premier ministre reçoit Force ouvrière et prend la parole devant les chambres de commerce et d'industrie. Première partie d'une interview exclusive du Premier ministre israélien, M. Rabin, au lendemain de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Kissinger. Ce soir, le problème palestinien. Faudra-t-il, pour sauver l'Institut Pasteur, vendre les bâtiments et les terrains du 15e arrondissement? Son directeur, M. Monod, propose le transfert à Garches, un projet qui ne fait pas l'unanimité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Un débat a commencé cet après-midi à l'Assemblée nationale et les premières interventions ont prouvé que les 4 séances prévues ne suffiront peut-être pas. Il s'agit du projet de loi relatif à la protection sociale commune à tous les Français. Étant donné la diversité actuelle des régimes, une compensation serait instituée entre eux. C'est en fait toute la réforme de la sécurité sociale dont il s'agit, un projet qui rencontre une certaine opposition de la part des centrales syndicales, des partis de gauche et de diverses organisations familiales et sociales. Si elle était votée, cette réforme entrerait en application le 1er janvier 1975. François Gault nous en rappelle le contenu, quelque peu modifié depuis son adoption par le Conseil des ministres lors de sa tenue à Lyon. Regardez bien ces allumettes et vous allez comprendre ce qu'est exactement le système de compensation entre les différents régimes de sécurité sociale. Un système, il est vrai, un peu complexe, car il n'existe pas une seule et unique sécurité sociale, il existe plusieurs régimes. Or, ces différents régimes sont déséquilibrés l'un par rapport à l'autre. Regardez bien. Ici, vous avez le régime général des salariés, 67% de la population française. Puis à côté, on trouve le régime agricole, 18%. Troisième régime, celui des commerçants, artisans et professions libérales, 8%. Enfin, les régimes spéciaux des mineurs et des cheminots, 5%. Alors, entre ces différents régimes, c'est un peu comme entre le pot de terre et le pot de fer. Le nombre des salariés s'accroît d'année en année, renforçant le régime général, tandis que l'effectif des commerçants, des mineurs ou des agriculteurs est en constante diminution. En fait, d'un régime à l'autre, à cause justement de ces déséquilibres démographiques, l'écart entre les prestations ou l'écart entre les retraites varie parfois du simple au double. À partir du 1er janvier 1975, le gouvernement entend donc compenser et corriger les inégalités financières entre les régimes selon le principe, en somme, des vases communicants. Exemple, le régime général, le plus puissant, compensera les autres régimes pour 4 milliards de francs en 1975. Mais bien sûr, le régime général ne fera pas cadeau de ces 4 milliards de francs aux autres régimes. Cette charge nouvelle lui sera intégralement remboursée par l'État. Chaque année, en effet, l'État affectera au régime général le montant des taxes sur la commercialisation des alcools. Et si cette garantie de ressources se révélait insuffisante lors des prochaines années, le budget de l'État fournirait alors la différence. 2 précisions importantes pour terminer, 2 précisions apportées hier par Michel Durafour, le ministre du Travail. D'une part, cette réforme n'aura pas pour effet de diminuer les prestations de chaque régime, ni de bloquer l'évolution des prestations du régime général. Enfin, les salariés du régime général ne supporteront aucune cotisation supplémentaire. Tout à l'heure, à 21h30, que les députés vont entrer dans le vif du sujet. Cet après-midi, Michel Durafour, le ministre du Travail, a présenté ce projet de loi à l'Assemblée nationale, un projet de loi amendé, et la Commission des affaires culturelles et sociales l'a réexaminé et l'a repoussé pour la seconde fois. En fait, ce projet gouvernemental se heurte à une forte opposition. Bien sûr, ce n'est pas la généralisation de la sécurité sociale à tous les Français qui fait se lever les boucliers. Le véritable différend se situe ailleurs, il porte sur le système de financement. C'est un coup au régime général de la sécurité sociale, affirment les opposants, qui, et à travers ce projet, disent-ils, les salariés paieront pour les autres. Pour le gouvernement, les buts de cette réforme de la sécurité sociale sont clairs: généraliser la sécurité sociale à l'ensemble des Français, instituer une protection commune pour tous les Français, harmoniser les prestations et les cotisations de tous les régimes. C'est de tout cela dont les députés vont débattre tout à l'heure.
Et puis, pour terminer, je dois vous indiquer que les députés ont repoussé une proposition des socialistes qui estimait que le projet de loi était irrecevable. Résultat du vote, 290 voix pour la discussion, 186 contre. Ici, l'Assemblée nationale, à vous, Cognac-G. L'accord intervenu hier entre les syndicats et le CNPF sur l'indemnisation des salariés en cas de licenciement pour raisons économiques ou compression de personnel représente une étape importante du progrès social. Chacun s'en est félicité, aussi bien les syndicats que le patronat et le gouvernement. M. Chirac déclarait hier soir à la télévision que cette législation n'avait pas de précédent et qu'aucun autre pays dans le monde ne la connaissait. Aujourd'hui, M. Segui, choqué de voir, dit-il, le gouvernement exploiter cet accord alors qu'il n'en est pas lui-même signataire, déclare que l'indemnisation substantielle du chômage n'est pas un but social en soi. L'objectif de la CGT, précise-t-il, est d'éliminer le chômage par la garantie réelle et efficace de l'emploi. Or, si l'accord intéresse actuellement 200 000 chômeurs au plus, notre pays compte 700 000 sans travail, précise M. Segui. La CGT ne parle pas moins, à propos de cet accord, du succès de l'action revendicative et de l'unité des délégations syndicales. Le président Giscard d'Estaing, qui recevait pour la première fois depuis qu'il est à l'Élysée cet après-midi M. Serac, le président du CNPF, a évoqué avec lui l'accord réalisé avec les syndicats et il s'est félicité de cette réussite de la politique contractuelle. C'était l'un des points du plan social proposé au mois de juin dernier par M. Giscard d'Estaing. Le président de la République a évoqué aussi la lutte contre l'inflation. Il a affirmé que des résultats favorables étaient enregistrés. Quant aux exportations, qui doivent permettre de rééquilibrer la balance extérieure, l'effort, a dit M. Giscard d'Estaing, dépend des entreprises. C'était donc une journée de concertation au niveau le plus haut, puisque, de son côté, le Premier ministre commençait une série de consultations des syndicats et s'adressait aux représentants des chambres de commerce et d'industrie. Devant l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, M. Chirac a rappelé en fin de matinée que la réussite du plan gouvernemental, retour à la stabilité des prix et à l'équilibre du commerce extérieur, maintien du niveau de l'emploi, passait par des mesures sévères en matière de crédit notamment, et par une modération nécessaire des augmentations de salaire. Le Premier ministre a écouté commerçants et industriels lui faire part de leur inquiétude. Dans ses réponses, il s'est montré relativement confiant, un certain nombre d'indices lui paraissant favorables. Depuis un mois, la masse monétaire a connu une légère décélération. J'observe que pour les 3 derniers mois connus, l'indice de hausse des prix a connu un léger retrait par rapport aux 3 mois précédents, 3,2% pour les 3 derniers mois connus, 4% pour les 3 mois précédents. J'observe que l'indice de septembre de la balance des paiements nous a réservé une bien agréable surprise, étant entendu que le mois de septembre était un mois normal, marqué par aucune opération exceptionnelle. Si ces indices sont relativement positifs, ils sont évidemment infiniment fragiles et surtout très insuffisants, car on ne juge pas une politique de rétablissement d'équilibre économique au bout de 4 mois. Il faut 1 an pour qu'elle porte ses fruits, mais cela veut dire au moins que nous semblons être engagés sur la voie qu'il convient, c'est-à-dire la voie de la sortie. Et d'autre part, nous avons, c'est certain, des difficultés en matière d'emploi et nous connaîtrons une augmentation préoccupante des demandeurs d'emploi qui exige de la part du gouvernement une vigilance très grande. Auparavant, et pendant 1h30, le Premier ministre avait reçu une délégation de force ouvrière conduite par André Bergeron. C'était le point de départ d'une série d'entretiens avec toutes les organisations syndicales. Des mesures en faveur des épargnants et des veuves sont à l'étude, a indiqué M. Chirac, qui a également réaffirmé sa confiance dans la politique contractuelle. Il n'y aura pas de mise en cause de la politique contractuelle. Nous avons obtenu l'assurance que les contrats du type entreprise nationalisée et fonction publique pourront être reconduits l'an prochain. Je ne dis pas que les négociations seront faciles, mais enfin, il n'y a pas d'opposition de principe du gouvernement. Et ce qui est important, c'est que nous avons obtenu l'assurance que pour les années 1975, 1976 et 1977, ce qui est nécessaire au régime particulier de sécurité sociale pour améliorer les prestations, cela ne sera pas mis à la charge du régime général de sécurité sociale. Nous avons obtenu
des assurances formelles. Il n'y aura pas de mise en cause des prestations des assurés sociaux. Par conséquent, c'est l'aboutissement de nos efforts et nous nous en réjouissons. Pas de grève à l'ORTF demain et jeudi. L'intersyndicale, après consultation du personnel, a levé son mot d'ordre de grève. En effet, les propositions faites hier par André Rossi ont été jugées encourageantes. Les syndicats rencontreront vendredi M. Marsolon et les membres de la commission de répartition du personnel. De son côté, la commission exécutive de la CFTC a demandé à M. Rossi de pouvoir participer aux discussions. Le pain augmentera de 5 centimes à partir de lundi prochain. Cette hausse s'applique à toutes les catégories de pain. Elle répond à la hausse du prix du blé décidée à la dernière réunion de Bruxelles. La Confédération de la boulangerie a annulé le mot d'ordre de grève lancé pour jeudi. Trois choses à retenir de cette journée européenne de Luxembourg. Premièrement, M. Jean Sauvagnargues, ce soir, à huis clos, procédera à un sondage auprès de ses collègues européens pour savoir s'il y aurait matière à un nouveau sommet européen entre chefs d'État et de gouvernement à Paris avant la fin de l'année. Deuxième chose, l'énergie. L'énergie toujours, la crise, comment y faire face à 12, c'est-à-dire avec les Américains, ou bien à 9, c'est-à-dire entre Européens. Sur cette question, la France semble encore d'un avis très partagé. Troisième question à l'ordre du jour aujourd'hui, essentiellement les rapports entre le marché commun et le Comecon, c'est-à-dire l'organisation intégrée des économies socialistes à dominante soviétique. Les avis sur cette question sont également extrêmement partagés. La France et l'Allemagne fédérale sont, semble-t-il, assez peu pressées de faire bénéficier leurs partenaires européens de l'avance qu'elles possèdent déjà sur les marchés de Moscou et des autres capitales des pays de l'Est. Au total, que faut-il retirer de cette journée, de cette réunion des ministres des Affaires étrangères des 9 à Luxembourg? Eh bien que déjà, cette Europe bruxelloise, cette Europe luxembourgeoise, aujourd'hui, se place dans l'ombre portée de la relance diplomatique qui va se produire au plus haut niveau avec les rencontres entre messieurs Giscard d'Estaing et Ford, Ford et Brejnev, Brejnev et Giscard d'Estaing. L'Organisation de libération de la Palestine participera en tant qu'observateur au prochain débat des Nations Unies sur la Palestine, en tant qu'observateur mais en tant que représentant du peuple palestinien. La décision a été prise par 105 voix contre 4 et 20 abstentions. Parmi les voix contre, celles des États-Unis et bien sûr d'Israël. 6 pays du marché commun se sont abstenus, mais l'Italie, l'Irlande et la France ont voté pour la présence de l'OLP. À Tel Aviv, on reproche vivement l'attitude de la France et le gouvernement israélien se refuse toujours à considérer l'OLP comme un interlocuteur. Nous allons entendre dans la bouche du Premier ministre israélien, M. Rabin, comment il juge le problème palestinien. C'est une interview accordée hier soir à Thierry de Citivo pour 24 heures sur la Une et dont nous diffuserons la seconde partie demain soir. La population palestinienne de Cisjordanie paraît rejeter tout rattachement à la Jordanie et réclame bien sûr la création d'un État palestinien indépendant. Tiendrez-vous compte de son point de vue? D'abord, permettez-moi de vous rappeler qu'il n'y a pas de démocratie ou de système démocratique dans aucun des pays arabes. Alors, ce que veulent les peuples de Syrie, d'Égypte, de Jordanie, du Liban ou d'Irak, personne ne le sait. Ce sont des régimes totalitaires, par conséquent, l'opinion publique n'a guère d'importance. Quand on aborde votre question de la Cisjordanie, c'est-à-dire la Judée et la Samarie, et le peuple qui y vit, d'abord, je ne sais pas ce qu'il veut vraiment. Personne ne le sait. Mais, du point de vue israélien, le seul interlocuteur avec lequel nous sommes prêts à négocier un accord, le seul avec lequel nous sommes prêts à négocier la paix, est la Jordanie. Qu'un certain nombre de personnes habitant la Cisjordanie fassent partie de la mission de négociation jordanienne, c'est le problème de la Jordanie. Mais pour Israël,
l'interlocuteur et le seul ne peut être que la Jordanie. Rien ne va plus à l'Institut Pasteur. Le déficit chronique s'est accentué jusqu'à frôler le désastre. Les paiements ne pourront plus être assurés fin mai 1975. Tournée par vocation première vers la recherche pure et désintéressée, la Fondation n'a pas retiré de la branche production, créée en mars 1972, les bénéfices escomptés. Les rentrées d'argent restent insuffisantes en dépit des nouveaux vaccins anti-grippe de Pasteur Production. Les économies et les licenciements de fin 1973 n'ont pas amélioré la gestion, mauvaise depuis des années. La construction de la luxueuse usine de Louviers-Incarville, les frais d'équipement du laboratoire parisien ont coûté très cher. Quelles pourraient être les solutions? Le directeur de l'Institut, Jacques Monod, a proposé un plan de sauvegarde, vendre le terrain sur lequel se trouve actuellement l'établissement, y compris le laboratoire de Pasteur lui-même, et construire des installations modernes à Garches. L'Institut y possède un ensemble important de terrains et quelques laboratoires. Pasteur y passa les dernières années de sa vie. Les actuels bâtiments, en plein cœur de Paris, datent pour beaucoup de la fin du siècle dernier et sont mal adaptés aux exigences de la recherche moderne. L'opération, préconisée par M. Monod, laisserait par ailleurs un bénéfice de 76 millions. Elle ne serait pas rentable pour autant, estime une grande partie du personnel, car elle durerait 3 ans et l'Institut est aujourd'hui trop endetté. Alors, la nationalisation. De nombreux chercheurs pencheraient pour cette idée, repoussée énergiquement il y a 1 an par tous, et singulièrement par le professeur Monod. L'Institut devrait être mis en régie, affirment certains. Il conserverait son autonomie et pourrait continuer son œuvre de service public en France et à l'étranger. Une crainte exprimée, celle de la mainmise de l'industrie privée sur la production de vaccins et de sérums. Le label de l'Institut Pasteur est tentant. Une aide exceptionnelle de l'État qui participe actuellement pour 20,5 millions dans le budget annuel de l'Institut n'apporterait aucune solution au véritable problème de l'avenir, qui est de maintenir et de développer le potentiel créateur du plus illustre institut scientifique français. Pour fêter cet anniversaire, l'Orchestre national donne 2 grands concerts ce soir et demain et a fait appel au grand pianiste Benedetti Michelangeli qui jouera sous la direction de Sergio Celibidache. Les 10 musiciens parmi ceux-ci qui ont fait partie de l'Orchestre national à ses débuts, voilà 40 ans, se souviennent aujourd'hui. Sa création fut décidée par Jean Missler, alors ministre des PTT, et qui avait la tutelle de la radio. Il voulait un grand orchestre national, puis européen, et c'est à Désiré Engelbrecht, dont le nom d'origine flamande signifie l'ange brisé, qu'il confia la création de l'orchestre. 90 musiciens suivaient alors sa baguette, ils sont aujourd'hui plus de 200, et les plus grands chefs de Toscanini à Munch l'ont dirigé. Celibidache évoque la situation de la musique en France. Vous n'avez pas un mouvement musical qui représente la France, ça veut dire les dons du peuple. On est en dessous ça. La vie musicale en France est plutôt médiocre pour moi. Et pourtant, les musiciens ne manquent de rien. Ce sont les meilleurs musiciens que j'ai jamais trouvés. Ça veut dire, il y a des bons musiciens partout, bien entendu. Mais j'ai jamais travaillé si vite avec des résultats si formidables, si positifs, si palpables qu'en France. Sergio Celibidache, dont le père voulait qu'il devienne président de la République et qui s'est fâché puis l'a chassé de la maison quand il comprit que seule la musique intéressait son fils, répète beaucoup ses concerts et refuse d'enregistrer des disques. En 40 ans, l'Orchestre national est devenu l'un des grands orchestres du monde.
Une nouvelle qui s'est confirmée ce soir, qui concerne le sport, le football. L'équipe marseillaise va bien s'enrichir du joueur brésilien Jairzinho. Il arrivera à Marseille jeudi et dès vendredi soir, il participera au match contre Monaco, cela en championnat de France. Quatrième et dernier volet ce soir de notre enquête sur le Mozambique. Après les affrontements entre blancs et noirs qui ont marqué les dernières heures de cette colonie, nous vous présentons ce soir le problème de la société de demain. Le racisme qui se traduisait surtout sur le plan économique, va-t-il complètement disparaître comme l'espère le nouveau gouvernement ? Thomas est un noir éduqué, mais technicien, il ne gagne que 500 francs par mois. Il rend les colons responsables de la misère des noirs, et pourtant, comme le Frélimo, il souhaite que ces blancs restent dans le pays. Nous ne voulons pas créer une société multiraciale. Nous voulons construire une société antiraciste. Et que veut dire pour vous une société antiraciste? Comment voyez-vous vos rapports avec la population noire? Je vois bien, je suis habituée à vivre avec eux. Et je pense qu'ils peuvent occuper les mêmes places que nous, ils sont égaux. Je n'ai aucune raison pour dire que nous ne pouvons pas vivre avec eux. Oui, mais accepteriez-vous, par exemple, de vous marier avec un noir ou de voir votre fille se marier avec un noir? Pas non. Non. Ça non, maintenant, je n'accepte pas ça. Premièrement, non. Dans quelques années, je ne sais pas, la société peut-être changera. Cette société est condamnée à évoluer. Pendant 5 siècles de colonisation, elle a été marquée par le contraste entre le monde blanc et le monde noir. La capitale, par exemple, où tout a été créé pour les colons, où même les mannequins dans les vitrines n'ont jamais la peau noire. C'est beaucoup plus l'Europe que l'Afrique, une Europe dans laquelle les Noirs n'ont jamais été intégrés. 90% d'entre eux occupent le bas de l'échelle sociale et la ville blanche n'est pour eux qu'un lieu de travail qu'ils quittent le soir pour regagner la ville noire, celle des bidonvilles de la périphérie. Tous les Noirs habillés dans un village comme c'est ça. C'est trop misérable, c'est trop misérable. Parce que les Portugais avaient beaucoup de temps pour faire des villages convenables. Et c'est dans ces bidonvilles que sont regroupés les 4/5 de la population de Lourenço Marques, soit quelques 300 000 Noirs. C'est trop misérable, voyez-vous. Voyez-vous. Il y a une grande différence. Une grande différence. Dire, une grande différence. Ici et là-bas. Une différence que les Noirs veulent faire disparaître, non pas en chassant les Blancs, mais en obtenant les mêmes droits qu'eux pour réussir dans la vie, en n'étant plus les victimes du racisme économique. Est-ce que vous pensez que les Noirs sont prêts à prendre les responsabilités qu'on va leur donner? Non. Ils ne sont pas préparés, n'est-ce pas, maintenant? À ce moment, non. Ils sont encore un peu sauvages. Qu'est-ce que vous entendez par un peu sauvage? Non, ils sont sauvages encore parce qu'ils ne sont pas politisés, ils ne sont pas éduqués, ils ne savent pas même qu'est-ce que c'est la politique, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir été exploités, les Noirs? Oui, oui, beaucoup même. C'est pourquoi peut-être ils vont faire des troubles. En dehors de quelques tout petits groupes de saboteurs, nous croyons que toutes les races vont travailler pour créer l'harmonie interraciale dont nous avons besoin. Tous les Blancs qui aiment le peuple noir
il continuera vivant ici à Mozambique. Parce que tous les peuples noirs aiment les blancs. C'est ce que je pense. Prochain rendez-vous d'information à 22h30. Nous vous souhaitons une bonne soirée.